Bonjour à toi. Dans cette vidéo, je m'interroge sur la question suivante. Est-ce que la valeur d'un individu peut être supérieure à un autre? Tout d'abord, j'ai fait une recherche dans le dictionnaire pour découvrir les différentes définitions que l'on peut donner au mot valeur. Voici les définitions de ce mot en comptant seulement ceux qu'on peut rattacher d'une façon quelconque à un individu. Qualité ou justesse d'une chose, d'une idée, d'un ouvrage. Noblesse de caractère d'une personne. Importance ou intérêt que l'on porte à un être, à une chose, à un phénomène ou événement. Prix. Prix que l'on attache à une chose intellectuelle ou morale. Idéologie, règle, morale d'une personne ou d'un groupe. Bravoure, mérite, vaillance, vertu guerrière. En associant ces définitions à la valeur d'un individu, quelques pistes de réflexion me viennent à l'esprit. Certaines définitions mentionnent l'importance que l'on attache à une chose. Certaines mentionnent l'utilité que nous apporte une chose. Si la valeur d'un être humain repose sur son importance ou son utilité, est-ce que cette valeur serait en fonction de nos relations avec les autres? Est-ce que notre valeur repose sur ce qu'on apporte aux gens? Est-ce qu'elle est absolue ou est-ce qu'elle est relative aux individus avec qui nous entretenons une relation? Est-ce qu'un individu qui se montre utile pour un plus grand nombre de personnes a une plus grande valeur? Une des définitions mentionne la qualité ou la justesse d'une chose, d'une idée ou d'un ouvrage. Une théorie possible serait que la justesse et la qualité des actions ou des idées d'une personne définissent sa valeur. Mais, comment fait-on pour déterminer si un individu agit et pense de façon juste? Pourquoi une idée ou une action serait plus juste qu'un autre? Une autre définition définit la valeur comme étant la morale d'une personne, son idéologie ou les règles qu'elle s'impose. Cependant, cette définition n'a pas de lien avec notre question initiale. On ne cherche pas à connaître les valeurs d'une personne dans le sens de ce qui est important pour elle. On cherche à connaître la valeur d'une personne dans le sens de ce qu'elle vaut en tant que telle. Il est également possible de définir une valeur comme étant un prix. Dans cette vidéo, il aurait été possible de parler de la valeur d'un individu en termes d'argent, en abordant le prix des organes humains et la valeur de ce que possède une personne. J'aurais pu m'interroger à savoir si l'argent peut justifier la valeur d'un individu. Ou encore, qu'est-ce que l'argent d'un individu apporte à lui-même ou à la société? Je n'aborderai pas ces thématiques dans cette vidéo. Je vais me concentrer sur les autres définitions. Les interrogations que je me suis fait précédemment mettent en évidence deux problématiques lorsqu'on tente de définir une valeur à un individu. La première est de savoir si la valeur d'un individu dépend de ce qu'il apporte aux autres, ou bien si la valeur d'un individu est définie peu importe ce qu'il apporte. La deuxième est de savoir avec quels critères on définit les agissements d'une personne comme étant bons ou mauvais. On doit savoir sur quoi repose la valeur d'une personne avant de pouvoir comparer cette valeur à celle d'une autre personne. Pour débuter mon raisonnement, je vais donc supposer que la valeur d'un individu repose sur le bien qu'il produit autour de lui. Cette supposition vient des définitions du mot valeur et de mes interrogations qui en ont suivi. Elle me sert de point de départ, qui pourra être remis en question plus tard. Se tourner vers la morale, pour comprendre comment propager le bien me semble être raisonnable. La morale, grâce à un ensemble de règles, est censée nous guider vers le bien. La valeur d'un individu reposerait sur la morale qu'il applique dans sa vie et sur la capacité qu'il a de l'appliquer concrètement dans son quotidien. Maintenant, on doit connaître précisément les règles à suivre d'une morale. Il existe deux principaux types de morale, la morale déontologique et la morale conséquentialiste. La morale déontologique est décrite et expliquée par le philosophe Kant. Le conséquentialiste regroupe plusieurs morales. La morale conséquentialiste la plus connue se nomme l'utilitarisme. Le philosophe Bentham explique ce mouvement. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la morale de Kant et sur celle de Bentham. À mon avis, ces deux visions de la morale sont à la fois très complètes et très opposées. Ceci va nous permettre de bien comprendre la morale dans toutes ses facettes. Avant d'étaler la vision de ces philosophes, je tiens à préciser que mes explications ne représentent que quelques aspects de leur pensée. Mon but est de mettre en lumière les parties de leur pensée qui peuvent m'aider à répondre à ma question initiale. Je ne dévoile pas leur vision au grand complet. Pour Bentham, l'objectif de l'action humaine est simple à comprendre. Pourtant, nombreux sont ceux qui tentent de la cacher. L'action est guidée par les jouissances du corps. L'homme est naturellement attiré par ce qui lui fait du bien. Il recherche le plaisir et fuit la souffrance.
Pour un utilitarisme, l'objectif de la vie c'est la quête du bonheur, bonheur qui est atteint grâce au plaisir. D'ailleurs, pour Bentham, il n'y a pas de distinction à faire entre le plaisir du corps et le plaisir de l'esprit. Le plaisir est subjectif. Pour un utilitarisme, les concepts tels que la dignité, le respect ou la noblesse ne font aucun sens, car ils ne reposent sur rien de concret. Ces concepts sont utilisés pour camoufler la recherche du plaisir à travers la soi-disant noblesse de l'homme. Le principe derrière la pensée utilitarisme est le suivant. On doit rechercher le maximum de bonheur du point de vue individuel et multiplier ce bonheur par le nombre d'individus existants. On doit rechercher le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. À noter que tous les individus sont sur le même pied d'égalité. La seule chose qui importe est que l'individu soit heureux. On se fiche de connaître l'identité de la personne. Tout ce qui est susceptible d'éprouver du plaisir ou de la souffrance doit être pris en compte, incluant les animaux. De plus, l'entièreté des plaisirs et des souffrances qu'une action implique doivent être pris en compte. On ne doit pas s'arrêter au plaisir immédiat qu'une action nous procure. Voici un exemple pour bien comprendre le calcul des conséquences d'une action. Le plaisir qu'apporte la consommation d'alcool est l'effet qu'elle nous procure immédiatement après son ingestion. Ces effets négatifs peuvent impacter la santé de la personne, ses proches, ses relations sociales et son argent. Avant de conclure l'explication de cette morale, je vous laisse avec un autre exemple d'application montrant que celle-ci peut mener à des conclusions surprenantes. Si pour une raison quelconque, la majorité des gens prennent du plaisir à regarder quelqu'un souffrir, cette personne doit souffrir au nom du bonheur pour le plus grand nombre. L'empirisme est en quelque sorte le fondement de l'utilitarisme. Ce mouvement voit l'expérience sensible comme étant l'origine de toute connaissance ou croyance et de tout plaisir esthétique. Cette fondation explique pourquoi Bentham se base sur le plaisir du corps pour construire la morale utilitarisme. Bien entendu, il est certain que si nous sommes en désaccord avec la vision de l'empirisme, nous serons en désaccord avec la théorie de Bentham. L'utilitarisme est une morale conséquentialiste. Elle est donc fondée sur les conséquences des actions. Il est tout à fait possible d'être en désaccord sur ce point. Bentham répond en partie aux deux problématiques que j'ai soulevées au début de la vidéo et qui avaient comme objectif de connaître la valeur d'un individu. Pour lui, la qualité d'une action est évaluée en fonction des plaisirs qu'elle procure. De plus, lorsqu'un individu agit, il doit prendre en compte les répercussions qu'il a sur les autres. Une action doit apporter du plaisir au plus grand nombre. Kant s'oppose à l'utilitarisme. Celui-ci soutient une morale de type déontologique, une morale qui repose sur des principes et sur l'intention. Pour Kant, une action est jugée bonne si elle est guidée par une bonne volonté. Contrairement à l'utilitarisme, une action bonne n'est pas l'action conforme à la morale. C'est l'action qui est animée par le respect de la morale. Par exemple, si une personne décide de ne pas commettre un crime pour la seule et unique raison qu'il ne veut pas aller en prison, cette personne n'agit pas moralement. Elle ne fait que se conformer au bien. Une action ne doit en aucun cas être guidée par des raisons personnelles. Un des principes importants qu'utilise Kant dans sa philosophie est la loi morale. Ce principe peut être défini comme un ensemble de règles de conduite morale imposées par la conscience. La morale serait donc imposée par nous-mêmes. Elle serait présente de manière innée en tout homme. Pour Kant, c'est précisément la loi morale qui différencie l'humanité du reste des vivants. Nous sommes tous conscients de ce qu'est le bien. La morale de Kant n'implique pas l'appropriation de valeurs précises ou la valorisation d'un acte plutôt qu'un autre. Sa morale est plus de l'ordre d'une structure morale qu'une morale en tant que telle. Kant propose un cadre qui s'applique de façon universelle indépendamment des valeurs ou des agissements qui s'en découlent. Si je devais résumer la structure morale de Kant en deux mots, ce serait universel et inné. La première règle à respecter lorsqu'on applique la morale de Kant est la suivante. Agis uniquement d'après la maxime que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Voici comment on peut reformuler cette règle. On reconnaît la moralité d'une action au fait que l'on pourrait vouloir que ce qui la guide soit partagé par tout le monde. On doit se questionner à savoir si on souhaite que ce qui nous guide à faire une action guide également les actions des autres. Voici la deuxième règle à respecter pour appliquer la morale de Kant. Agis de telle façon que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans tout autre toujours en même temps, comme fin et jamais simplement comme moyen. Pour Kant, la dignité est une valeur propre à l'être humain.
Nous la possédons, puisque nous sommes dotés naturellement d'une morale. D'ailleurs, c'est cette morale qui rend possible nos questionnements sur la bonté d'un acte. L'être humain est digne. C'est pourquoi nous devons considérer notre prochain comme un autre être humain et non comme un objet. Nous n'avons aucun droit d'appropriation sur lui. Pour conclure avec la pensée de Kant, voici un exemple d'application de sa philosophie montrant les potentielles lacunes reliées à celle-ci. En se basant sur la morale de Kant, une personne ne doit jamais mentir, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve. Mentir pour sauver notre vie n'est pas acceptable. Il est souvent difficile d'appliquer la morale de Kant dans la vie réelle. En se projetant dans des situations concrètes, énormément de facteurs viennent compliquer son application. En effet, plusieurs disent de la philosophie de Kant qu'elle est parfaite en théorie, mais qu'elle est impraticable. Il est possible de critiquer la morale de Kant en remettant en cause la dignité humaine. D'ailleurs, les utilitarismes sont en désaccord avec cette notion. Pour eux, la dignité est un moyen de camoufler la véritable nature de l'homme. Elle nous fait croire que l'homme est plus noble que ce qu'il est réellement. La morale de Kant n'est pas une morale conséquentialiste. Les conséquences de nos agissements ne sont pas prises en compte. C'est ce que reflète l'exemple que j'ai donné sur le mensonge. Certains critiquent la morale déontologique pour cette raison. Maintenant, comme je l'ai fait avec Bentham, je vais tenter de répondre aux deux mêmes problématiques qui visent à déterminer la valeur d'un individu. Pour Kant, on évalue la qualité d'une action en fonction de ce qui nous guide à l'effectuer. Pour savoir si nous sommes bien guidés, on s'interroge sur les deux grandes règles de sa morale. De plus, il est évident que nos agissements doivent être pris en fonction des autres. Les deux règles de sa morale prennent en considération les autres individus. Elles nous demandent de ne pas utiliser l'autre comme moyen et de s'interroger à savoir si ce qui nous guide devrait guider l'humanité. Après avoir fait mon possible pour bien comprendre la morale de Bentham et de Kant, je me suis rendu compte que la majorité des gens appliquent les deux morales tout dépendant de la situation avec laquelle ils sont confrontés. En fait, je ne pense pas que l'une des deux morales soit mieux que l'autre. Bentham met de l'avant les sensations corporelles en rejetant la notion de dignité humaine. La structure morale de Kant met de l'avant l'existence de cette dignité humaine. Les deux positions sont tout à fait défendables malgré leur opposition. Tout dépendant de la vision que l'on se fait de l'être humain, un être supérieur doué d'une dignité ou un être vivant comme tous les autres cherchant le plaisir du corps. En début de vidéo, j'ai supposé que la valeur d'un individu reposait sur le bien qu'il exerce autour de lui. C'est la morale qui guide un individu vers le bien. J'ai donc cherché à savoir quelles règles morales une personne devait appliquer pour faire le bien, pour avoir plus de valeur. Chacun des philosophes m'a aidé à savoir comment reconnaître la valeur d'un individu et ils ont répondu aux deux problématiques du début de la vidéo. En se basant sur ma propre supposition, plus une personne respecterait les règles moraux-utilitarisme et plus sa valeur serait élevée, car plus ses actions seraient guidées vers le bien. Le même principe s'appliquerait à la morale de Kant. Cependant, on ne peut pas comparer la valeur d'une personne qui applique la morale de Bentham à celle d'une personne qui applique la morale de Kant. Les règles de ces morales sont complètement différentes. Après avoir donné des explications sur la morale de Bentham et de Kant, j'ai relevé un point intéressant. Un élément est en contradiction avec la méthode que j'ai utilisée pour lier la morale avec la valeur d'une personne. En effet, il est possible de se servir de la morale elle-même pour déterminer la valeur d'un individu. Lorsqu'un utilitarisme fait le calcul des plaisirs et des souffrances, il ne se préoccupe pas de savoir qui les éprouve. Pour lui, l'important est que l'individu soit heureux, peu importe de qui il s'agit. Il n'y a donc pas d'individu ayant une valeur supérieure à un autre. En ce qui concerne la morale de Kant, personnellement, j'ai de la difficulté à cerner quelle serait sa vision de la valeur d'un individu. J'aurais tout de même tendance à penser que pour lui, les individus ont la même valeur. Les êtres humains possèdent tous une dignité et personne ne doit être traité comme un moyen, comme un objet. Depuis le début de la vidéo, je m'interroge sur la morale. Cependant, il faut savoir qu'il est possible de critiquer l'existence même d'une morale. Selon la définition de la morale, celle-ci est censée nous guider vers le bien. Donc, cela présuppose l'existence du bien et du mal. C'est cet aspect précis de la morale qui peut être mis en doute. Le philosophe Nietzsche est en désaccord avec l'existence d'une morale. Pour Nietzsche, la morale montre une insatisfaction que l'on a du monde dans lequel on vit. Cette dernière façonne un monde qui efface les difficultés que nous rencontrons naturellement.
La morale condamne le monde matériel, la vie elle-même. En effet, Nietzsche définit la vie comme étant un rapport de force permanent. Pour lui, la morale rejette ce rapport de force. Pour expliquer sa pensée, le philosophe distingue deux types de personnes, le fort et le faible. Les caractéristiques de chacun vont s'éclaircir au fur et à mesure que je détaille sa pensée. L'invention de la morale serait une stratégie des faibles pour se protéger contre les forts. La morale impose le respect d'autrui. Elle nous dit de ne pas se servir d'un individu pour parvenir à nos fins. Selon Nietzsche, cette vision de la morale est problématique puisqu'elle est fondée sur la culpabilité, sur la culpabilisation qu'une personne se fait subir à soi lorsqu'elle fait quelque chose de mal. La culpabilité est le seul moyen des faibles pour empêcher les forts d'exprimer leur force. Restreindre la force, c'est synonyme de nier la vie, car le rapport de force entre les individus se retrouve biaisé. Deux personnes fortes qui s'affrontent ne vont pas se plaindre de la force de l'autre. Ils vont comparer leurs forces pour connaître le gagnant et le perdant. Les forts acceptent cette règle du jeu, ils acceptent la possibilité de perdre. Pour Nietzsche, la morale ne fait qu'intervertir les rôles. Avec celle-ci, le fort se retrouve à être puni alors que le faible échappe à la force du fort. Si un fort et un faible se retrouvent dans une pièce seule, c'est le fort qui gagne. Cependant, s'ils se retrouvent devant la justice, le faible devient coupable. Coupable aux yeux de la morale, de la coexistence pacifique, de la société. Il n'est pas coupable du point de vue de la nature, de l'élan vital, du rapport de force entre les individus. Nietzsche nous dit que contrairement à ce que la morale peut nous faire croire, la notion de bien et de mal n'est pas absolue. Le bien et le mal répondent d'abord à une logique d'intérêt, de protection. En effet, on peut constater facilement l'impossibilité de survivre pour certains si on ne limite pas la force. Le faible a tout intérêt à condamner la force qu'utilise le fort sur lui. Ne possédant pas la force individuellement, ils vont chercher à obtenir la force grâce à leur nombre et à l'utilisation de la morale à grande échelle. Pour Nietzsche, parler de bien et de mal, c'est vouloir faire passer pour des principes absolus, ce qui sont en fait que des moyens de survie, des inventions humaines pour se conserver. Le bien et le mal est relatif à la survie de l'être humain, relatif à l'intérêt des hommes. Pour Nietzsche, les êtres humains ne doivent pas avoir pour fin de se conserver ou de rester en sécurité. Les êtres humains doivent avoir pour but la volonté de puissance et de domination. Cet objectif que Nietzsche préconise permet l'affirmation de soi, ce qui est en lien direct avec le principe de la vie. C'est ce qui fait la force du fort et c'est ce qui permet la continuité du rapport de force entre les individus. Ce qui guide les actions du faible est contraire au principe de la vie. Le faible est guidé par la négation. Il ne va pas chercher à affirmer ce qu'il est, mais à nier ce qu'est l'autre. Le faible est dans la réaction vis-à-vis du fort, tandis que le fort est dans l'action. La philosophie de Nietzsche est assez complexe à comprendre. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir fait plusieurs lectures d'ouvrages en lien avec sa philosophie avant de saisir la totalité de sa vision. De plus, il est compliqué, voire impossible d'imaginer une société où chaque individu applique concrètement la philosophie de Nietzsche. Celui-ci est en désaccord avec l'existence d'une morale. L'utilisation de la morale est obligatoire si on souhaite une société où les individus se respectent les uns des autres. La morale est un code de conduite qui doit être utilisé lorsqu'on est en rapport avec autrui. On comprend pourquoi le rejet de la morale empêche la mise en pratique de sa philosophie en société, ou du moins dans une société où tous les individus sont sur le même pied d'égalité. Cependant, je pense qu'il est intéressant de réfléchir à ce qu'apporte la pensée de Nietzsche à l'échelle de l'individu. On peut par exemple se servir de sa vision pour remettre en question les normes ou les lois établies par la société. S'interroger à savoir si ces normes briment la force individuelle. De plus, la philosophie de Nietzsche nous fait réfléchir sur la manière dont l'homme doit se comporter, ce qui doit guider ses actions. Les notions telles que la volonté de puissance, l'affirmation de soi et la négation peuvent nous aider à répondre à cette interrogation. Je vais répondre à la question que je me suis posée au début de la vidéo de façon claire en résumant tous les points qui ont été abordés. La question était: est-ce que la valeur d'un individu peut être supérieure à un autre? J'ai analysé les définitions du mot valeur et j'ai ressorti ce qui pouvait avoir un lien avec l'être humain. J'ai fait la conclusion que la valeur de l'être humain se définit par son importance, son utilité et par la qualité de ses actions. Pour connaître l'importance, l'utilité et la qualité des actions d'un individu,
je me suis interrogée sur deux aspects. Est-ce que la valeur d'un individu dépend de ce qu'il apporte aux autres et, avec quels critères définit-on les agissements d'un individu comme étant bons ou mauvais? À l'aide de la morale de Bentham et de Kant, j'ai déterminé qu'un individu doit tenir compte de ce qu'il apporte aux autres pour faire le bien. De plus, les règles morales de chaque philosophe m'ont permis de savoir comment juger de la bonté d'une action. Bien entendu, ces règles morales différaient d'une morale à l'autre. J'en ai conclu que plus une personne respecte les règles morales, et plus sa valeur est élevée, car plus il est guidé vers le bien. Donc, plus ses actions sont bonnes, et plus il est utile pour les autres. Après avoir étudié la pensée des deux philosophes, je me suis rendu compte que pour eux, les individus ont tous la même valeur. Bentham, c'était en raison du plaisir qu'éprouve l'entièreté des êtres vivants, et Kant, c'était en raison de la dignité qui est en chacun de nous. Jusqu'à maintenant, mes raisonnements étaient tous basés sur la morale qui présuppose l'existence du bien et du mal. J'ai terminé la vidéo en faisant appel au philosophe Nietzsche, qui est en désaccord avec l'existence d'une morale. Pour lui, un individu peut être supérieur à un autre. Il fait la distinction entre les forts et les faibles.